Bienvenue à ce troisième épisode de Par la bande, le talk show du Festival Québec BD, 34e édition. Alors, Raymond Poirier avec vous et cette semaine, on continue nos explorations thématiques. Je vous rappelle le concept, une œuvre, un ouvrage qui nous inspire un thème qu'on explore, oui, en compagnie de son auteur-autrice, mais également en compagnie d'autres auteurs et autrices qui, chacun à leur façon, se sont également appropriés cette thématique. Et pour cette troisième édition de l'émission, on se lance vers le western. Le western qui de plus en plus reprend sa place, j'aurais envie de dire, dans la sphère de la bande dessinée, du côté franco-belge particulièrement, mais également du côté québécois. Donc plusieurs auteurs qui offrent, que ce soit au Québec, que ce soit en Europe, de superbes productions à saveur western qui nous amènent dans plusieurs dimensions. Et c'est un peu ce qu'on va explorer en compagnie, entre autres, d'Iris, de Leaftand, de Gauthier Langevin, mais également de notre invité principal pour cette émission. Donc, il s'agit du dessinateur de Wild West, un premier tome qui est arrivé il y a quelques temps, un deuxième qui s'en vient également. Alors, Jacques Lamontagne, bonjour. Bonjour. Et de ton côté, on parle de western, et c'est peut-être un peu par hasard que tu te retrouves au cœur d'une émission sur cette thématique-là, parce que l'idée de départ concernant Wild West, si je ne m'abuse, c'était une série dans le Moyen Âge. Du moins, c'était ton idée au démarrage, là. En fait, c'était un prétexte pour qu'on ait un projet commun, moi et Thierry Gloris. On avait déjà travaillé sur la série Aspic. Et moi, je lui avais parlé, il m'avait demandé quelle thématique il me plairait d'aborder. Je lui avais dit, bon, peut-être la période médiévale. On avait le goût de dessiner des sales gueules. Et puis, il m'est revenu 2 semaines plus tard avec une proposition de western. On n'est pas trop loin, il y a quand même des sales gueules dans le western, donc. Absolument. Et comment on réagit avec ça? Est-ce que c'était un genre, toi, que tu affectionnais particulièrement ou au contraire, c'est à cause de cette proposition-là de Thierry Gloris que tu es plongé un peu ou tu es replongé dans le western? Par la force des choses, oui, j'ai été obligé de me plonger dans la thématique western parce que, en fait, moi, bon, c'est surtout par la télé, par les séries télé, par le cinéma, mais très peu par la bande dessinée. Donc, je connaissais beaucoup plus le western avec les films de Sergio Leone, etc. Mais par contre, ça a été tout un apprentissage à faire. Et donc, à la limite, en fait, côté BD, est-ce qu'on replonge avant de se lancer dans des Blueberry, dans Giro et autres, ou est-ce qu'au contraire, on replonge après avoir écrit ça et on se dit, OK, j'ai bien fait de les lire un peu plus tard, puis de me lancer plus naïvement peut-être, pour pas avoir le poids de l'héritage que ce genre-là a dans la sphère de la bande dessinée? Oui, j'ai pris connaissance tout bêtement du travail de Giraud après avoir fait le tome 1. Bon, j'avais déjà vu passer des images, mais je n'avais jamais lu. Et je dois avouer que son travail est tellement gigantesque que je crois que j'aurais eu un stress total avant de commencer le travail si j'avais vu son boulot qu'il avait fait auparavant avec Blueberry. Alors, on est mieux de se lancer, des fois en n'ayant pas trop conscience de l'héritage qui nous précède, si on fait ça. Exactement. Et vous avez pris le parti pris rapidement, dans le fond, deux éléments qui ressortent beaucoup de Wild West. D'un côté, c'est l'aspect communauté. J'ai l'impression que c'est important, en fait, l'idée d'avoir une communauté un peu tissée serrée autour de laquelle on développe l'intrigue. Et tout ça dans un contexte qui est très réaliste sur le plan narratif, sur le plan historique, sur le plan du dessin. Oui, on avait comme une idée de base la télésérie Deadwood. Justement, la petite communauté, on a à peu près tous les profils, toute la galerie de personnages nécessaires. Mais ce qu'on voulait avant tout, en fait, le western n'était qu'un prétexte parce que ce qu'on voulait raconter, c'est une histoire quand même qui est assez, une vie rude. On voulait démontrer ça à travers l'image, mais également à travers le scénario. Donc, nécessairement, on s'est orienté un peu vers cette référence-là. Puis le côté réaliste devenait important parce qu'on voulait avoir quand même un western qui était peut-être à la limite un peu historique, ou du moins avec des assises historiques. Ouais, ben, la première chose que j'ai faite, ça a été de rassembler une documentation la plus solide possible parce que il y a tellement de spécialistes. De toute manière, on ne se prétend pas historien ou une BD proprement historique. On raconte une histoire avant tout, mais il faut le faire avec un sérieux, un minimum de sérieux. Donc, il y avait tout ça, tous ces bouquins-là que j'ai dû rassembler pour me monter une documentation visuelle assez solide pour m'appuyer dessus. Oui, puis en fait, dans le contexte historique, j'aime bien que tu amènes en fait aussi, tu sais, je veux dire, on ne s'impose pas une historicité absolue, parce que de toute façon, le premier tome, le sous-titre est clair, c'est Calamity Jane qui est au cœur de cet album-là. C'est un personnage mythique, on ne sait pas exactement, en fait, il y a des éléments de sa vie qui existent,
des sources qui existent, mais disons, la véracité des sources est discutable à un certain degré. Oui, ben, en fait, on brode un peu à travers bon, les récits qui nous ont été rapportés, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à l'époque, de la manière qu'on communiquait les histoires de ces légendes-là, c'était bon, c'était les journalistes, c'est à peu près certain que ça a été bonifié. Puis même, je dirais, bon, aussi, Calamity Jane a parlé de ses propres aventures, de ses propres histoires. Elle a dû également, elle, bonifier pour, j'imagine qu'il y avait des argents qui étaient échangés pour justement pour avoir de ces histoires fabuleuses-là. Là. Et de votre côté, vous avez choisi de centrer, à tout le moins pour le premier tome, donc c'est centré vraiment autour de l'origine, si on peut dire, de Calamity Jane. Donc c'est basé sur son émancipation. Et il y a une volonté d'en faire aussi un personnage pour lequel on ressent de l'empathie, dans le fond. Oui, il fallait. On a dans le tome 1 en particulier certaines scènes qui ont été dures à mettre en image, mais pour que les lecteurs aient de l'empathie envers notre personnage principal, c'était nécessaire ces scènes-là. Et on en fait en réalité de Calamity Jane un personnage qui est très fort, ne serait-ce que bon, son nom est encore présent dans notre imaginaire quand on parle de l'Ouest, une femme dans l'Ouest. D'ailleurs, ça devait être le titre du premier tome, mais Dupuis a préféré qu'on soit un peu plus explicite quant à la thématique abordée, soit Calamity Jane. Et justement, dans le fond, j'imagine qu'on aborde aussi une figure historique qui est présente dans l'imaginaire collectif aussi, qui a été réinterprétée, que vous réinterprétez aussi, mais que ce soit de Lucky Luke jusqu'à Deadwood, justement. Est-ce qu'on va s'imprégner un peu de cet héritage-là ou au contraire, on va s'affairer à créer notre vision de cette femme mythique-là? Oui, bien, Thierry Gloris, le scénariste, s'est approprié. Comme je disais, bon, il était repiqué certains points forts de la vie de Calamity Jane, mais à notre sauce, comme on disait, on veut pas, on n'est pas proprement historique. On veut avant tout raconter une aventure qui plaît au lecteur, qui se laisse transporter. Mais on reprend quand même des thèmes qui sont censés être véridiques pour Calamity Jane, soit bon, qu'elle s'est enrôlée dans l'arme, mais bon, différentes choses comme ça, mais à notre sauce. Oui, puis des thèmes de toute façon qui deviennent peut-être un peu attendus pour qui s'est intéressé ou arrive à Wild West un peu par sa curiosité en lien avec cette figure-là qu'on connaît. Voilà, exactement, oui. Et côté casting, j'imagine qu'on influence aussi on parlait d'empathie, bien évidemment, on se l'approprie aussi sur le plan visuel, entre Ah autres. ben, il fallait, parce que si les gens font une recherche sur Internet et vont voir la véritable bouille de Calamity Jane, je pense que ça aurait été peut-être un peu plus difficile de créer cette empathie-là, justement, envers le personnage, parce que bon, on était plutôt visage un peu garçon, puis là, on l'a rendu un peu plus, avec un esthétisme un peu plus intéressant, disons. Alors, évidemment, on découvre ça dans Wild West. Et Jacques, tu restes avec nous tout au long de l'émission puisqu'on va explorer cet album-là, mais en lien, en conjonction avec d'autres albums. Et peut-être question de s'inspirer un peu quant à la richesse du western en bande dessinée et aussi de s'abreuver de quelques suggestions. Je nous inviterai à aller découvrir quelques propositions de Marco Duchesne, libraire chez Pantoute à Québec. Bonjour, alors je suis Marco Duchesne de la librairie Pantoute et aujourd'hui on m'a demandé de faire des suggestions pour le thème du western. Les suggestions, je commencerai par les classiques, à se procurer pour pouvoir avoir une bonne idée de qu'est-ce que le western dans sa forme classique. Un des premiers personnages de Cowboy a été fait par J.G. avec son Jerry Spring. Alors, tout à fait classique. Jerry Spring est un cowboy aidé de son copain mexicain. Il va affronter des desperados de toute espèce, indiens, mexicains et aussi américains. J.G. avait, ce qui vaut le détour, c'est que J.G. aussi avait vraiment l'art de dessiner les chevaux en action. Juste pour ça, ça vaut la peine de lire les aventures de Jerry Spring. J.G. a été aussi le mentor de Jean Giraud, qui plus tard va devenir Moebius, mais au début, Jean Giraud était l'élève de J.G. et a entamé avec le scénariste Jean-Michel Charlier les aventures de Blueberry. Alors là, on a le droit au classique du western de cowboy, l'histoire de cowboy en BD. Blueberry, le lieutenant Blueberry, va devenir le héros par excellence de ce genre-là, le western.
lieutenant dans l'armée, dans la cavalerie américaine. Blueberry va se rebeller, va devenir va faire à sa façon et va devenir le premier anti-héros de la bande dessinée franco-belge. Dans le même ordre d'idée, une autre série de cowboys, de western qui commence, une série magnifique à mon avis, une série donc que j'ai beaucoup à cœur, scénarisée par Greg et dessinée par Herman. Comanche et ce classique du genre western. Son personnage, ce Red Dust qui s'appelle, va être le personnage par excellence classique du cowboy, droit dans ses bottes, luttant pour la justice. C'est vraiment une des plus belles séries que moi qui m'est tenu de lire en bande dessinée. Sinon, j'ai des suggestions un peu atypiques du western, des séries qui utilisent le genre, mais vont vers d'autres, je dirais, paramètres que le classique. Il y a une série dans les années 90 qui s'appelle Chinaman, qui a mis en scène un héros chinois en plein Far West. Alors, Chinaman a été une série qui a été animée par Le Tendre et le dessinateur Taduk, qui racontait l'histoire d'un Chinois qui a fui la Chine, a fui les priades, fui la violence pour atterrir au Far West et essayer de recommencer à zéro. Mais là, il va être confronté là aussi à une certaine violence et une certaine injustice, car l'Ouest, c'est le combat entre la civilisation et la sauvagerie. C'est le moment où la loi commence à s'installer dans un pays, dans un coin de pays où il n'y en avait pas. Alors, Chinaman a été une magnifique série, un peu exotique par le biais de son personnage, qui est un Chinois qui va apprendre à devenir un bon cowboy, un bon Américain. Et mais ça va pas l'empêcher de lutter pour contre l'injustice et faire régner la loi. L'autre atypique est une série animée par Christophe Blain, un personnage. Il a créé un cowboy, Gus. Et là, on est dans l'humour, on est dans la caricature du genre, avec son dessin. Gus a un énorme nez. Et là, on va avoir droit à l'humour. Mais malgré cet aspect-là de la caricature, cet aspect-là aussi de l'humour qu'on va... Gus n'en reste pas moins des aventures western et utilise le genre et les codes pour animer ce genre d'histoire. Autre autre série atypique, en fait, c'est 2 albums qui rendent hommage à notre cowboy préféré, Lucky Luke. 2 albums qui ont été faits en hommage, donc le premier par Mathieu Bonin, qui s'appelle L'homme qui tuait Lucky Luke, et le deuxième par Bouzard, qui lui a écrit un truc humoristique qui s'appelle Johnny Jumper ne répond plus. Alors ces 2 aspects-là, ces 2 albums-là vont rendre hommage non seulement à un personnage qui a marqué la bande dessinée franco-belge, mais aussi le genre, parce que Lucky Luke, Maurice s'inspirait directement des légendes de l'Ouest et du cinéma, des histoires de cow-boys. Mais ces 2 albums-là, L'homme qui tue Lucky Luke et Jolly Jumper, rendent hommage à Maurice, à Lucky Luke, mais aussi au genre et le western en bande dessinée. Alors, on poursuit par la bande et on plonge dans une discussion. Et je parlais tantôt avec Jacques Lamontagne d'un western très réaliste, donc Wild West. Et on a eu envie de créer un échange, une discussion autour de 3 regards, de 3 visions assez différentes, à tout le moins d'un point de vue visuel, du western. Donc, avec le folk d'Iris, tome 2, qui est arrivé récemment. Et si on se reporte à des publications de l'année dernière et de l'année précédente, donc Rédemption de Leaf Tand. Les 2 sont avec nous. Bonjour Iris, bonjour Leaf. Salut. Alors, peut-être présentons brièvement vos 2 albums. D'entrée de jeu, Iris, on est dans une quête avec folk, dans une quête musicale, dans une quête de rédemption, si on peut dire. Donc, avec fond de western. Oui, c'est ça. Ben, c'est une histoire qui est inspirée d'une légende qui est attribuée à Robert Johnson, un musicien blues.
qui supposément aurait vendu son âme au diable en échange de son talent. Donc, je suis comme partie de ça, mais en tout cas, il se passe plein d'autres choses dans Folk, c'est pas juste ça. Et quand on parle de diable, Leaf, en fait, ton western à toi, ben, c'est littéralement un métissage avec les mythologies bibliques, presque avec les mythologies du diable, de l'enfer, etc. Ouais, l'idée du western, dans mon cas, c'est plus une trame de fond que j'ai amenée à une histoire que j'avais déjà, que j'avais imaginée, mais je voulais la mettre dans un contexte qui serait intéressant. Puis je trouvais ça intéressant d'y aller vers le western. C'est pas une histoire western, c'est vraiment une histoire qui s'immisce dans le monde du Far West, là. Et qu'est-ce qui fait, parce que dans le fond, on peut l'interpréter à plein de sources visuelles, à plein de sources graphiques, qu'est-ce qui fait selon vous? Est-ce que c'est parce qu'on est dans le western avec un genre qui est tellement codifié, qui est tellement incarné, si on peut dire, qu'après ça, ça devient facile de se l'approprier, de l'interpréter, de le proposer dans des environnements visuels, dans des environnements scénaristiques qui sont relativement différents? Est-ce qu'il y a quelque chose dans le western qui se prête à ça? Ben, je pense que justement, c'est tellement codifié. On a vu beaucoup de films, on a vu quand même pas mal de bandes dessinées qui ont été faites là-dessus. Puis je trouve ça intéressant de les jouer dans ces codes-là, puis parfois de les pervertir. Puis tu peux arriver avec une idée une histoire qui est complètement sautée, comme un peu dans Rédemption, l'idée que c'est un archange qui est descendu, puis dans le Far West qui essaie de se préder la bonne nouvelle, si on veut, mais qui se fait complètement corrompre par le milieu. Puis tu as quand même un paquet de codes que tu peux utiliser. Tu sais c'est qui les bons, tu sais c'est qui les méchants, tu peux jouer là-dessus aussi. Puis toute l'espèce de mythologie des films, tu peux jouer sur les différents plans, les différents trucs. Il y a vraiment quelque chose, c'est très riche là, comme univers, là. Et Jacques, en fait, est tombé dedans un peu à travers Wild West. Est-ce que cette richesse-là, c'est quelque chose que tu as retrouvé? Est-ce que ça résonne, ce que Livre dit? Ben, moi, je l'ai vu d'un autre angle. Je trouve ça épeurant parce que, justement, le thème a tellement été abordé que d'arriver avec quelque chose qui est un petit peu plus, qui est nouveau, ou un angle différent, c'est très, très difficile. Donc, je pense qu'il faut le voir avant tout comme le western est un prétexte. C'est l'histoire qu'on raconte qui est importante. Le reste n'est qu'accessoire. Bon, des bombes, des méchants, ça a toujours existé, que ce soit justement la période médiévale, comme on disait tout à l'heure. Bon, alors, c'est l'histoire avant tout qui prime. De ton côté, Iris, est-ce que c'est l'histoire justement qui t'a séduit, puis finalement ça donnait à se passer un peu dans l'Ouest? Ouais, je me retrouve un peu dans ce que dit Leftown, puis ben aussi, une des raisons pour lesquelles j'avais envie de faire un western, c'est que je m'étais dit, tu sais, ça va me faire moins de décors à dessiner, ça va se passer dans le désert. Sauf qu'après, j'avais oublié qu'il y avait des saloons, puis des affaires comme ça, que c'est super tough à dessiner comme décor. Mais ouais, moi aussi, je dirais que c'est plus accessoire que ça se passe au Far West. Là. J'aime beaucoup cette esthétique-là, mais après, ce qui se passe dans mon histoire pourrait se passer dans d'autres mondes, à d'autres époques, puis ça fonctionnerait aussi. Ça, c'est de profiter dans le fond de cette ambiance-là, de ce lieu-là, avec les références, puis avec ses couleurs aussi, parce que tu parlais du dessin, mais même juste le désert, j'ai pas l'impression que c'est si facile à rendre la chaleur, l'environnement, l'aridité, dans le fond. Et ça, là-dessus même, chacun, vous avez des approches esthétiques qui sont assez différentes. En fait, de ton côté, Leaf, on est vraiment dans un aspect graphique, dans le fond, assez... Oui, très minimaliste parce que je suis assez paresseux, donc j'aime pas trop dessiner de détails. D'ailleurs, je regarde les albums Je regarde tes albums, je capote, là. Je dirais sérieusement, tu as une minutie. Là, Je dois t'avouer que moi aussi, je capote pas mal parce que quand je lis les scénarios, les pages qui m'arrivent, et puis là, bon, il y a une scène, il rencontre les Lakota Sioux. C'est parce que c'est pas juste une nation, c'est que là, il y a toute la documentation, il ne faut pas dessiner n'importe quoi. D'où le bonheur, justement, de peut-être prendre certaines distances par rapport à un western réaliste et puis de pouvoir faire des choses qui sont un petit peu, c'est ça, plus imaginatives parce que moi, je suis vraiment pris dans une espèce de carcan, là. C'est très rare qu'on ait une liberté d'illustrer dans un western réaliste. Cette liberté-là n'existe pas, là, en Mais il y a fait. une belle jouissance, par exemple, à regarder tes plans généraux, tu sais, où là, on voit comme la ville de l'Ouest, puis chaque détail. Puis là, je prends vraiment le temps de
regarder chacune de tes cases, c'est hallucinant. J'aurais jamais cette patience-là, mais j'admire beaucoup ceux qui le font, là. Ah ben merci beaucoup. En fait, je me dis toujours, je me mets toujours dans le siège du lecteur. Je me dis, qu'est-ce qui me plairait de lire? Puis, il me semble que quand j'étais petit, puis je commençais, je regardais même le western Lucky Luke avec Maurice, il y avait des scènes qui étaient quand même très bien dessinées avec plein de chapeaux, tout ça. Ça me fascinait. Donc, j'essaie de redonner un petit peu ce côté-là au lecteur. Puis toi, tu as le côté plus réaliste, mais tu vois, Iris, moi, ce que j'aime, c'est la manière qu'elle s'accapare les trucs. Tu sais, comme quand ça se passe dans le train, je regarde des choses dans le train, puis je fais comme, bon, ça, c'est son train, définitivement. Tu sais, t'as pas été chercher des références de ce que ça avait l'air, les trains dans les westerns, là. Non, puis d'ailleurs, le train, en tout cas, on m'en a parlé parce que moi, je suis vraiment pas bonne là, dans les décors, dans les trucs, dans la visualisation spatiale, tu sais, s'imaginer dans l'espace. Puis mon train, quand tu le vois de l'extérieur, il est super petit. Puis quand tu es à l'intérieur, il est comme vraiment gros, comme un appart au complet. Mais bon, tu sais, c'est ça mon style. C'est comme dans Doctor Who, c'est plus gros en dedans. Oui, c'est ça. On va dire ça. Mais c'est ça qui est parfait, c'est ça qui est unique là-dedans, tu sais. Puis moi, de mon côté, j'essayais vraiment de rendre les choses, mais plus minimalement possible. Juste suggérer les formes était pour moi assez pour voir les personnages en fin de compte, là, puis savoir qu'ils sont en train de faire telle action dans ce décor-là, mais j'avais pas besoin d'aller au détail, je voulais vraiment y aller avec le plus minimal que je pouvais, jouer seulement avec les couleurs. Fait que ça donne 3 ambiances complètement différentes, là. Et c'est ça la beauté de la bande dessinée, c'est justement d'offrir une variété de styles, de scénarios, tout ça. C'est ce qui fait l'intérêt. Et Iris, j'imagine dans ton cas, c'est un peu de l'adapter à ton style ou de voir de quelle manière toi, tu as envie de réinterpréter le western, tu as envie de t'approprier un peu ces décors-là, ces ambiances-là. Ben, ce que j'allais rajouter, c'est que, par exemple, Jacques, tu as fleuri le sujet de la documentation, puis faire des recherches, puis tout ça. C'est sûr que j'en ai fait un petit peu, mais une autre chose que j'ai faite, c'est que j'ai créé des personnages animaliers. Donc, tu sais, oui, ça se passe dans le Far West, mais tu sais, c'est pas nécessairement les États-Unis, c'est comme un monde qui n'existe pas, fait que je peux me permettre de mettre vraiment ce que je veux, puis si quelqu'un vient me dire comme « Hey, il y a un anachronisme, ça fonctionne pas », je suis comme « Ah, c'est des animaux, puis c'est pas grave. » Oui, puis dans le contexte où en plus les animaux arrivent déjà avec leur attitude, avec leur personnalité aussi, donc ça aide un peu, j'ai l'impression, à la caractérisation d'utiliser ce type de personnage-là. Ouais, ben moi, c'est la première fois, je pense que je fais une BD animalière, puis je trouve ça vraiment le fun, là. Des fois, ça rend ça un peu compliqué parce que, tu sais, par exemple, dans le tome 2, il y a un personnage, ben, ça fait des gags aussi, il y a un personnage de serpent qui est conducteur de train, puis tu sais, Jug, il lui dit, mais t'as pas de bras, puis il est comme, hey, ça fait 20 ans que je conduis le train, puis ça a toujours bien été, mais tu sais, on ne voit pas conduire le train, on ne sait pas comment il fait, mais il n'y a pas de bras, tu sais. Mais il peut. Et on parlait parce que, dans le fond, d'entrée deux, Jacques disait que tu avais envie de dessiner des sales gueules, des castings. Il y a un plaisir, il y a ça aussi dans le western, justement, d'essayer c'est un univers qui appelle un peu à ce type de facettes un peu patibulaire des fois, puis autant aussi, je veux dire, dans Rédemption, ton personnage central l'est déjà aussi à plein. Donc, il y a un plaisir, j'imagine, à caster ces westerns. Ben, je pense que tout le monde a en tête les films de Sergio Leone avec les ouvertures, il était une fois dans l'Ouest, les visages plein écran. Hey, c'est le fun, c'est un paysage, ça devient un paysage, ces visages-là. Donc, les gros plans, effectivement. Il me semble qu'un western sans gros plans, ça n'existe pas. Non, c'est ça, ça marcherait pas. Il faut que les gens aient l'air un peu crado, début de barbe, un peu tout croche, là. Puis, tu sais, tu joues justement les méchants, il faut qu'ils aient l'air très méchants. Puis, je sais pas, il y a vraiment quelque chose là-dedans que tu vas chercher. Puis, il y a des images. Puis, comme tu dis, les films de Sergio Leone, moi, en dessinant le premier tome de Rédemption, je te l'ai déjà dit, j'écoutais carrément là, Ennio Morricone pendant que je le dessinais. Puis, ça me donnait le goût d'étirer un petit peu certaines scènes, là, tu sais, de faire un peu plus. Prendre le temps de montrer un peu où ça se passe, puis de donner un pacing à la chose qui était plus lent. Fait que réellement, ça influe beaucoup sur la bande dessinée. La musique, ce qu'on a vu, les films, les autres bandes dessinées qu'on a vues aussi, puis tout ça, c'est sûr que c'est comme un bouillon de culture incroyable, là. Oui, parce que tu mets le doigt sur un autre élément du code, entre guillemets, du western. Dans le fond, l'idée du rythme, la lenteur. Depuis les western spaghetti, on a une attente un peu qu'il y ait quand même quelque chose d'ambiant qui s'en dégage. Et c'est quand même présent, je pense, dans tous vos albums où il y a des fois où ça déboule, où il se passe beaucoup de choses. Il y a d'autres fois aussi où, subitement, c'est comme le temps peut un peu s'arrêter, qu'il y a des moments d'intensité ou de calme ou de repos, si on peut dire, entre guillemets. Mais évidemment, ça reste aussi dans l'architecture des histoires de manière globalement, donc ça devient un peu une ressource additionnelle, si on peut dire.
Oui, effectivement, un album, il faut qu'il soit rythmé. Et puis, je trouve ça rigolo, pour reprendre ce que tu disais au niveau de la musique. Moi aussi, bon, je me suis mis du Sergio Leone. Je ne sais pas si Iris t'a fait ça, toi aussi, en travaillant. J'ai exploré un peu plus large aussi du Hank Williams, du Tim Robbins. Puis, il y a certaines zones où je me suis dit, OK, c'est pas ma place, là, parce que c'était contre-productif. Mais effectivement, la musique fait partie également du dessin. Ça a été la même affaire avec les druides. J'avais mis je mettais des chants grégoriens pour m'imprégner un petit peu de l'ambiance. Et en fait, de ton côté, Rich, j'imagine, la musique fait même littéralement partie de l'histoire. Je veux dire, dans ton cas, Oui. Ben moi, j'écoutais plus tu sais, du vieux blues puis du country, du vieux country quand je faisais folk. Puis j'ai même fait sur Spotify une playlist à écouter avec le Tomer de folk qui suit vraiment l'histoire. Là. Donc, c'est des chansons tu sais, qui racontent un peu, qui ont un peu un lien avec ce qui est raconté dans l'histoire. Ah, ça, c'est vraiment nice. C'est une très, très bonne idée. Moi, c'est quand je dédicaçais Rédemption que je disais aux gens, mais écoutez du Ennio Morricone avec cet album-là, vous allez voir, vous allez être dans l'ambiance, tout ça. Mais faire une playlist, c'est vraiment une bonne idée. Et on écoute, en fait, vous parlez de musique. Ça vous aide à vous mettre dans l'ambiance, ça vous met dans ça aide à la concentration, ça aide au rythme de dessin, ça. Moi, je pense que c'est un must. Là. Je dessine pas si j'écoute pas de la musique en même temps. Là. Puis honnêtement, ça transparaît dans ce que je fais. Puis je pense qu'il y a aussi un feeling sur chacun des albums que je fais. Ils sont tous très différents. Fait qu'à chaque fois, j'ai comme une espèce de feeling particulier. Puis je me dis, il me semble que ce que j'écoute en faisant ça, c'est tel genre de sonorité, tel genre de type de musique, tel genre d'artiste ou quelque chose comme ça. En tout cas, moi, ça marque beaucoup ce que je fais. Là. Vous autres? Moi, je verse des fois des deux façons, c'est-à-dire je peux mettre soit de la musique pour vraiment créer une ambiance, m'imprégner, comme je disais tout à l'heure, ou d'autres fois, c'est le silence total aussi. Des fois, je viens saturer de musique et là, il faut que ça soit le silence autour de moi. Ben, moi, ça dépend vraiment c'est à quelle étape du travail. Là. Quand je scénarise, je peux pas vraiment mettre de musique ou sinon de la musique sans parole. Puis après, quand je dessine ou je fais de l'ancrage, là, je peux plus écouter de la musique. Là. Mais tu sais, j'écoute pas non plus tout le temps de la musique qui a rapport avec ce que je suis en train de dessiner. Là. Ça va vraiment plus y aller avec le feeling du moment. Là. C'est un peu porté par le besoin, comme on dit, à l'intérieur de tout ça. Et au départ, en fait, peut-être même question plus globale que j'aurais dû vous lancer d'entrée de jeu, mais le western, qu'est-ce qui vous a attiré? Jacques, on le sait, tu es arrivé un peu par hasard, mais du côté de Livre, du côté d'Iris, qu'est-ce qui vous a amené vers ce genre-là? Pourquoi vous disiez, ben justement, je veux explorer cet univers-là, je veux... est-ce que c'est Ben, un moi, objet? c'est tout le temps une esthétique qui m'a intéressée, mais je dirais que ce qui m'a vraiment donné envie de faire une BD western, ben, c'est la musique aussi beaucoup. Là. Je m'intéressais vraiment beaucoup au vieux blues et à la vieille musique country. Mais c'est après avoir lu la série Gus de Christophe Blain, c'est pas sans vouloir le copier, je veux dire, il n'a pas inventé de faire des westerns en bande dessinée. Puis de toute façon, je ferais jamais une BD aussi bonne que les BD de Blain. Mais bref, c'est après avoir lu Gus que je me suis dit, hey, ça me tente vraiment moi aussi de faire un western. Ah, cool. Moi, honnêtement, je peux mettre la faute sur une personne, là, puis c'est Marco de chez Pantoute. J'avais cette histoire-là, ça aurait pu se passer au temps médiéval, ça aurait pu se passer à plein d'autres moments. Mais Marco de chez Pantoute n'arrêtait pas de me dire pourquoi tu fais pas une BD western? Ça serait cool que tu fasses un western. Il me semble que ce serait ton genre de faire un western. J'aimerais ça voir un western par Left Hand. Quand est-ce qu'on va voir un western de Left Hand? À un moment donné, après des années et des années et des années, ça a dû rentrer dans mon cerveau. Puis quand j'avais cette histoire-là développée, j'ai fait comme ben, je pourrais mettre un setting de western. Puis c'est en le faisant, à un moment donné, j'ai fait comme ben, dans le fond, c'est la faute à Marco. Fait que c'est ça. Oui, puis en même temps, tu sais, les trois, vous abordez le western un peu sous l'angle de la légende aussi. En fait, je pense que chacun, c'est soit une légende de personnes, à partir de personnes qui ont déjà existé, à partir de légendes presque mythologiques, mais il y a un côté aussi, peut-être en terminant, plus grand que nature, qui permet le western dans les humains, dans les quêtes, dans les personnages qu'on va placer. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment dans vos trois récits. Chacun à votre façon, par contre. Là. Je sais pas si c'était au départ aussi quelque chose qui se prêtait bien de votre côté, comme par exemple tu parlais de Robert Johnson, du Ouais, ben diable, aussi, je veux dire, c'est... par exemple, dans le tome 2, il y a un personnage qui s'appelle Pearl Hart, puis qui a vraiment existé, puis qui était une cambrioleuse de diligence d'origine canadienne, d'ailleurs, ontarienne. Puis, tu sais, je suis allée lire sur sa page Wikipédia, puis, tu sais, on parle de légende, mais c'est parce qu'à cette époque-là, les histoires, c'était du bouche à oreille. Beaucoup, tu sais, il n'y a pas... On sait pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, souvent, là, sur ces gens-là qui ont existé. Fait que, moi, j'aime ça broder là-dessus. En tout cas, ça m'intéresse beaucoup.
Un peu comme tu as fait pour Wild West, finalement. Oui, exactement, oui. Justement, le western nous permet de montrer toute la laideur et toute la beauté de l'être humain à ces deux extrêmes. Et puis, c'est ce qui me plaît, moi. Et on invite le public, évidemment, à aller découvrir ces interprétations du western, si ce n'est déjà fait, que ce soit le folk d'Iris, que ce soit la trilogie Rédemption de Leaf Tand. Merci Iris, merci Leaf. Merci. Et Jacques, de ton côté, je t'invite à te déplacer vers la table à dessin pour nous offrir un dessin en direct qui sera réalisé sous trame sonore, donc sous pièce de Marie-Ève Lard, la pièce qui s'appelle De l'autre côté de la fenêtre, tirée de son album 11. Avec plaisir. De l'autre côté de la fenêtre, il y a le vert des collines où j'irai poser mes pieds pour recueillir tous ces bleuets. De l'autre côté de la fenêtre, il y a l'eau des lagunes où les enfants vont nager. Ils ne s'inquiètent encore de rien. C'est à me rendre folle que de me laisser les regarder. C'est à me faire croire qu'on me vole les restes de ma liberté. De l'autre côté de la fenêtre, il semble y avoir un monde où seuls les gens libres peuvent goûter au soleil. De l'autre côté de la fenêtre, il y a un vent du sud qui cherche à bercer mes cheveux jusqu'à les mêler. Mes cheveux jusqu'à les mêler. C'est à me rendre folle que de me laisser les regarder. C'est à me faire croire qu'on me vole les restes de ma liberté. Les restes de ma liberté. Alors, merci à Marie-Ève Lard pour sa chanson. Et on poursuit donc sans ses regards sur le western en bande dessinée. Et cette fois-ci, on intègre le scénariste Gauthier Langevin à la conversation, donc scénariste de la série Far Out. Gauthier, bonjour. Bonjour. Alors, Far Out, comment on pourrait le décrire? En fait, j'ai presque envie de dire qu'on est dans un western classique, mais matiné à la sauce science-fiction. Oui, c'est très bien décrit. C'est un western spaghetti de science-fiction. Donc, comme tu l'as dit, qui allie de manière assez classique le western Sergio Leone, mais avec des éléments de science-fiction comme les robots. Donc, on est dans un western avec essentiellement que des personnages robotiques, à une exception près pour le moment. Et qu'est-ce qui avait amené vers cette piste-là, justement, l'idée d'aller chercher la science-fiction pour nourrir peut-être un peu le western?
Ben, c'est une contrainte supplémentaire pour le récit, de mon côté, en tout cas, là, de la scénarisation. Puis pour Olivier Carpentier, qui est illustrateur de la série, c'était aussi une envie de mêler les deux esthétiques. Je pense qu'on l'avait déjà fait dans la culture populaire à quelques reprises avec des séries comme Firefly, par exemple. Et puis on avait remarqué que c'était quand même deux genres qui se mêlaient quand même assez bien, de par des thématiques qui étaient quand même similaires parfois, la liberté, la conquête du territoire. Donc, nous, c'était des choses qui nous intéressaient, autant comme fans que comme créateurs. Donc, ça a été et c'est toujours un grand plaisir de plonger dans cet univers-là. Et on parlait, parce que j'ai l'impression en fait que toute l'émission, tout l'épisode est perméabilisé, si on peut dire, de références cinématographiques. Dans le fond, le western, c'est difficile de faire abstraction du cinéma. Il y a une super tradition BD, évidemment, autour du western, mais le cinéma a tellement mis en place les règles. Et là, on parle au sens large, en fait. C'est quand on pense à Far Out ou à Wild West, on peut penser à Leone, on peut penser à Peckinpah, à Eastwood, voire même à Tarantino, à des séries télé comme Deadwood. Est-ce que vous avez l'impression, Jacques, Gauthier, que dans le fond, vous avez beaucoup puisé dans ces univers-là, que ça devient un peu la source par défaut pour vous, un peu dans la création de votre imaginaire western, puis dans l'orientation qu'on donne peut-être aussi au livre? Ben, j'imagine, je crois, pour moi du moins, que dans mon subconscient, ça laisse des traces. Il y a des images tellement fortes. Bon, j'avais oublié Quentin Tarantino, effectivement, qui vient s'imbriquer dans le grand univers du western. Mais c'est des images qui nous restent dans l'inconscient. Puis, en tout cas, pour ma part, je les retranscris à travers mes séries western. Et Gauthier, c'est pas mal perméable aussi dans Far Out, là. Ben oui, je pense qu'il y a un médium. Le médium du cinéma s'est très bien adapté à ce genre-là dès le début, de par le rythme, de par la musicalité aussi, le rythme que créait ce genre-là, et puis que le cinéma permettait, a donné une saveur exceptionnelle là, au genre, la lenteur, le temps qu'on prenait pour installer des choses. C'est drôle parce que à la lecture de ton album, du tome 1, du moins, j'ai vraiment revu ce rythme-là, puis ressenti ce rythme-là. On prend le temps d'installer les choses, de placer les choses. Puis j'ai l'impression qu'on fait le saut vers la bande. On a fait le saut vers le western dans la bande dessinée parce que c'était un médium qui, pour le moment, du moins, nous permet encore de prendre notre temps. Je sais que le cinéma a beaucoup changé depuis certaines années, puis que ça nous permet, à part justement Quentin Tarantino, qui a assez de capital culturel pour faire ce qu'il veut, là, puis prendre vraiment son temps, on a moins les moyens, je pense, en ce moment au cinéma, d'adopter ce rythme-là du western. Donc, en bande dessinée, c'est le fun, on peut encore se le permettre. Oui, puis c'est surtout dans le western, c'est quelque chose de nécessaire où est-ce qu'on a des scènes qui sont très lentes. D'ailleurs, on avait reproché un petit peu avec Wild West au début que ça prenne du temps avant de se mettre en marche, mais c'est nécessaire parce que ça met en relief par après les scènes d'action. L'un sert l'autre. Oui, puis en fait, je veux dire, en termes de prendre son temps, je repense à Far Out, le premier tome, entre autres. Je veux dire, c'est comme, quand on parle d'ambiance puis de prendre son temps pour placer les choses, c'est un autre bel exemple. Là. On nous l'a reproché aussi. Mais c'est vraiment un risque qu'on prenait, de ne pas expliquer les choses, de maintenir le lecteur dans l'inconnu, de faire durer le mystère. Les écoles du fan service, on est très habitué d'expliquer très rapidement les choses pour pas perdre l'attention du spectateur maintenant. Mais je pense que sur le long terme, c'est vraiment payant. Au niveau du world building puis du récit en général, c'est payant. Oui, puis en fait, je pense que l'idée justement peut-être du fait que le médium le permet, voire même le force en lien avec les références qu'on a données, ben, vous donne après ça l'excuse ou la possibilité de dire ben non, c'est le genre s'y prête. Là. Il y a l'attente quand on développe un western. Qui est ce rythme-là? Qui est cette lenteur-là?
Oui, mais en même temps, on est contenu dans un format bien précis, soit du 46-54. Donc, le lecteur, il veut un peu tout. Il veut avoir les ambiances, mais il veut également qu'il y ait du contenu, puis de l'action, etc. Donc, c'est de trouver de bons dosages, je crois, là, qui est toujours un petit peu plus difficile. Est-ce que tu aurais aimé ça, faire exactement la même chose, mais en 150 pages? Ah ben non, ah non. Impossible, impossible. Comme on parlait tout à l'heure, justement, que parfois, lorsque je lis les pages de mon scénariste Thierry Gloris, il m'aménage des scènes que je suis complètement découragé parce que je sais c'est quoi le temps que ça va représenter, mais en même temps, c'est nécessaire pour que le lecteur s'immerge complètement dans le récit. Oui, puis de bâtir, en fait, Gauthier parlait tantôt de construction de monde. Ben, tu sais, dans le cas de Wild West, on écrit une mythologie qui existe, qui a des assises réelles, historiques ou dans la culture populaire, mais qu'il faut quand même définir comment on se l'approprie, puis ça va être quoi notre Calamity Jane, notre Deadwood, entre guillemets, même à la limite. Dans le cas de Gauthier, ben, on est carrément dans une autre mythologie qu'on est en train de créer. Donc, j'imagine qu'aussi ce rythme-là permet de mieux prendre le temps aussi de bâtir son monde, de construire ses personnages, ses antagonismes, donc de bâtir la mythologie de ses albums. Le western, ce n'est que ça. En tout cas, selon moi, là, le western, depuis les débuts, hein, c'est les grands récits fondateurs. Puis là, quand je dis grands récits fondateurs, c'est grands récits de construction. On arrive sur dans un terrain hostile, puis on essaie de construire quelque chose à partir du peu qu'on met à notre disposition. J'ai l'impression que dans le western, chaque personnage, chaque élément est une île. Donc, chaque personnage a son histoire, puis essaie de construire quelque chose à partir de presque rien. Dans le cas du western classique, puis même de Far Out, c'est Dieu, le principe de liberté, la violence. La possession aussi, la possession Ouais, du territoire. des relations de pouvoir. C'est vraiment, ce n'est ce n'est que ça. C'est de la construction de personnages, puis de la construction d'univers. Le western, c'est ça. C'est de la conquête de l'Ouest, c'est ça. On va vers l'inconnu pour construire quelque chose, pour le meilleur et pour le pire. Exactement. Et Thierry, mon scénariste, disait souvent que, en fait, avec Wild West, sans vouloir expliquer ce que sont les États-Unis d'aujourd'hui, peuvent donner quand même certains indices. Là, bon, ne serait-ce que la possession des armes encore qui est très présente aux États-Unis. Nous, on n'a pas, de notre côté, à nous, de notre frontière, on n'a pas évolué exactement de la même façon. C'est vraiment une mentalité. Mais ceci dit, là, Wild West ne veut pas d'expliquer ce que sont les États-Unis d'aujourd'hui, mais en partie, on effleure un peu le sujet, là. En fait, comme vous l'effleurez dans Far Out aussi, au bout du compte, même en plaçant dans l'espace, nécessairement, on en vient à effleurer les thématiques que tu as mentionnées aussi parce que même de Dieu. Ouais. C'est disons, le créateur. Dans Far Out, le créateur, c'est les humains qui ont créé les robots puis qui ont envoyé les robots sur une planète pour coloniser cette planète-là. Mais on est exactement dans les mêmes thèmes. C'est juste qu'on les renverse un petit peu. La liberté est renversée aussi, c'est-à-dire que le personnage est prisonnier de la planète à la place de... Puis doit reconquérir cette liberté-là dans un lieu qui est totalement hostile. Donc, il est là un peu malgré lui, mais il doit... c'est ça, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Alors peut-être à mettre dans votre liste, en fait, Far Out en parallèle de Wild West pour découvrir et plonger dans différentes interprétations d'un western, mais qui finalement reste similaire à la base avec des assises similaires. Gauthier Langevin, scénariste, merci beaucoup. Ben, merci à vous. Et avant de passer vers la conclusion, Jacques, il y a quelque chose sur l'idée que Gauthier a mise. En fait, chaque personnage est une île. Et d'une certaine façon, en fait, je pense j'aimerais aborder un peu le Calamity Jane, dans le fond, dans la manière dont on doit lui faire subir ou elle subit, dans le fond, un certain chemin de croix. Dans le fond, elle a des scènes qui sont extrêmement difficiles aussi à l'intérieur de ça, mais cette difficulté-là devient nécessaire dans la construction et dans la reconstruction de ce personnage-là. Je parle d'un viol, entre autres, là, qui est
important dans l'album et qui va être une scène assez difficile à contextualiser, à mettre en scène aussi. Oui, pour un illustrateur, lorsque j'ai lu le scénario de série, je savais que la scène de viol allait être difficile à mettre en image. On voulait pas je ne voulais pas que ça devienne qu'il y ait un côté voyeurisme là-dedans. Je voulais que ce soit une scène qui était brutale, qui était très difficile, mais qui expliquait toute la démarche du personnage, de sa quête de liberté et de se tailler une place dans cet univers-là qui est très, très difficile, surtout pour une femme à l'époque. Donc, je voulais que à la fin, le lecteur applaudisse quand, justement, le personnage réussit à s'affranchir de tout ça, là. Et donc, est-ce qu'on a l'impression d'avoir réussi, dans le fond, à rendre cette scène-là? Est-ce que ça a pris beaucoup d'allers-retours? Ou est-ce que, finalement, rapidement, en plaçant bien les choses en esprit, peut-être au storyboard, que tu as réussi rapidement à trouver la manière d'amener ça? À la lecture, j'avais déjà des images qui me venaient en tête. J'ai cerné assez rapidement la scène. Bon, après avoir fait justement, parce que le premier tome est sorti en janvier l'année dernière, j'ai fait une mini-tournée du côté de l'Europe et puis j'ai eu beaucoup de plaisir à entendre des commentaires de femmes qui avaient beaucoup aimé la BD parce que justement, ça met en relief l'histoire d'une femme à travers une vie qui était faite pour les hommes, très difficile. Et j'ai eu d'excellents retours de leur part. Et peut-être, avant de se laisser, on disait d'entrée de jeu que tu n'avais pas tant lu de western en BD, mais que tu es peut-être replongé un peu dans le médium par la suite, donc au fil du travail de travail sur Wild West. Est-ce que tu as des suggestions, des recommandations de lecture à nous partager? Ben, il y a une lecture que je suis en train de... Je ne l'ai pas complétée encore, que je vais venir parce qu'elle n'est pas encore arrivée ici. Aux éditions Paquet, c'est Deadwood Dick. C'est l'histoire d'un noir qui, après la guerre de sécession, qui est libre, mais qui n'est pas tout à fait libre encore. On comprend très bien que les difficultés sont encore là pour lui et qui va s'enrôler dans l'armée. C'est au niveau illustratif, c'est un pur délice. Et au niveau scénario également, c'est la même chose. C'est une très belle plume avec beaucoup d'humour. Alors, ce serait la suggestion qu'on aurait. Voilà, oui. Jacques Lamontagne, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Et merci à vous tous et toutes de nous avoir accompagnés dans cet épisode de Par la bande. Alors évidemment, on se retrouve toujours ici à la Maison de la littérature la semaine prochaine et on va parler la semaine prochaine de musique. Alors d'ici là, portez-vous bien.